fera plaisir de terminer avec l'intervention de Céline. Oui, fin de cette seconde saison du mois de la data avec 11 webinaires, tous retransmis, enregistrés et disponibles sur le site du mois de la data. Je suis très content du public que l'on a eu, il a été assez nombreux, beaucoup de retours positifs. On fera une petite enquête de satisfaction à l'issue de cette dernière session et on programmera probablement dans les prochains mois une troisième session. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Merci beaucoup en tout cas aussi, Magali, de l'animation que tu fais avec beaucoup de brio, de qualité. Je te remercie et merci à Céline, c'est la séquence des merci. Merci à Céline d'avoir accepté l'invitation d'Open Data France pour venir témoigner sur les innovations faites dans le numérique et dans le cadre de la commande publique. Donc Céline, pour la présenter rapidement, mais elle le fera après bien mieux que moi, est quelqu'un qui est très impliqué dans le développement numérique du secteur public, puisqu'elle est à l'initiative du programme Décante, qui est devenu depuis TNT. Donc, depuis longtemps, elle s'intéresse à cette transition numérique du service public. Et à la région Bretagne, en fait, elle a engagé des réformes de grande ampleur pour faire de la donnée un levier de pilotage, un levier d'innovation, un levier de performance, notamment sur la question de l'achat public, qui est l'un de ses dada. Donc maintenant, je vais lui laisser la parole. Et ce soir, en fait, on va vraiment discuter de ça, de comment, en fait, la data peut être ce levier-là de transparence, d'innovation, au service d'un secteur qui est peut-être parfois un peu délaissé dans l'exploitation des données. Merci beaucoup Magali et merci de l'invitation. C'est l'occasion de se retrouver. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, Magali et Jean-Marie de même. Donc, c'est très plaisant. Donc, moi, en fait, mon intervention va mettre en avant en fait, une approche appliquée en fait, de la donnée à une politique publique qui est la politique d'achat. Donc, je vais à la fois parler de données, mais aussi forcément de politique d'achat et de commande publique. Donc, pour aller sur le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire la donnée au service du pilotage de la politique d'achat, il faut que je vous dise en fait quelles sont nos ambitions à l'échelle régionale en faveur de notre politique d'achat. Tout d'abord, promouvoir à l'échelle régionale une politique d'achat qui soit économiquement responsable, en cohérence naturellement avec nos compétences, mais promouvant aussi une forme de différenciation territoriale. On ambitionne d'assurer une meilleure visibilité de nos pratiques et de renforcer la mobilisation des entreprises au travers la programmation des achats pluriannuels, l'évaluation qu'on pourrait conduire en commun avec d'autres collectivités de nos politiques d'achat, les démarches de sourcing des entreprises, la définition d'objectifs partagés, également d'indicateurs qui pourraient être définis en commun. Et là, on voit déjà qu'on commence à toucher au sujet de la donnée et que la donnée, en fait, peut venir servir ces ambitions. Ensuite, on ambitionne de promouvoir une démarche d'amélioration continue et de progrès grâce à la transparence de la commande publique. Et l'intervention de Laure Bédier, DAJ de Bercy, va dans son sens, l'intervention qu'elle a pu faire ce matin, puisque l'idée, c'est bien de fusionner les données du recensement économique de l'achat public avec les données essentielles de la commande publique. Et c'est exactement ce qu'on s'efforce de faire depuis quelques années et à quoi on aboutit au travers l'Observatoire des données de l'achat public, mais j'y reviendrai. Et enfin, notre objectif, c'est de définir une mesure commune de l'impact carbone de la commande publique. Donc là, on est dans les logiques de bilan des émissions de gaz à effet de serre, et puis de pouvoir aussi valoriser le ROI territorial de l'achat public, prenant en compte les enjeux de relocalisation, d'économie sociale et solidaire, d'emploi, et puis également de valorisation des approvisionnements locaux et des circuits courts. Donc, on voit bien que l'enjeu n'est pas tant la donnée pour la donnée, mais les conditions dans lesquelles on doit absolument produire de la donnée de qualité et être en capacité d'exploiter ces données au bénéfice du pilotage d'une politique publique, en l'occurrence la politique d'achat.
Ensuite, le plan national pour des achats durables, et en particulier celui qui définit la trajectoire pour les années 2021 à 2025, fixe une feuille de route et nous dit que on doit trouver les conditions pour fédérer tous les acteurs en charge de l'achat public. C'est là, en fait, qu'arrive la notion de plateforme, parce qu'en fait, l'achat public, c'est le sujet du rapprochement de l'offre et de la demande. C'est le sujet du rapprochement des acheteurs publics et des opérateurs économiques. C'est le sujet, en fait, de la mise en mouvement des parties prenantes. Donc, le titre, la commande publique en mode plateforme, c'est ça en vérité. C'est de se dire comment on peut créer les conditions sur le territoire du rapprochement permanent de cette offre et de cette demande, à la mode de ce qui se fait au travers les places de marché privées, et comment finalement le numérique, des environnements numériques peuvent nous permettre de faciliter ce rapprochement-là, et comment la mise à disposition de données peut permettre à ces parties prenantes finalement de mieux comprendre les enjeux qui se jouent de part et d'autre, les rapports de force parfois qui se jouent, les conditions dans lesquelles finalement collectivement on peut atteindre des objectifs en faveur d'une commande publique responsable. Donc c'est important d'avoir ça en tête, sans quoi quand vous accéderez à l'Observatoire des achats publics qui va être mis en ligne pour le grand public, vous ne pourrez pas comprendre en fait la manière dont les données sont valorisées, les objectifs qu'on a fixés et les indicateurs. J'ai envie de dire que forcément, en fonction de la politique publique qu'on veut piloter, les enjeux sont différents. Mais le sujet de la commande publique et de la politique d'achat se prête absolument à ces questions-là. Donc derrière, ce sont des enjeux de transition économique, transition sociale, transition environnementale, parce que c'est ce qu'on demande à la commande publique, c'est ce à quoi on demande de répondre. Des enjeux d'innovation, parce qu'il nous faut faire preuve d'innovation juridique et contractuelle, et la réglementation nous le permet, et des enjeux de coopération, parce que la commande publique ne peut se faire que dans une logique de coopération. Quand on publie nos intentions d'achat et qu'on met à disposition ces données de potentiels soumissionnaires, on est dans une logique de coopération. De la même manière, quand on organise le sourcing, sourcer des entreprises, ça suppose de les rencontrer, de dialoguer avec elles, de comprendre le marché sur lequel elles se positionnent, la manière dont leur offre va impacter la manière dont on va définir nos besoins futurs. Ça implique vraiment ce dialogue permanent. Donc, on a vraiment à la région Bretagne, au travers de notre schéma des achats économiquement responsables et notre politique d'achat, intégré tous ces enjeux-là qui finalement se rapprochent beaucoup de l'achat tel qu'il est porté dans les entreprises privées. La spécificité de la commande publique, c'est sa réglementation, qui nous a longtemps empêchés, mais qui finalement permet beaucoup si on sait s'en saisir. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé de travailler sur cet observatoire des données de l'achat public, parce qu'en fait, il était extrêmement important pour nous d'objectiver l'atteinte ou pas de nos objectifs d'achat. Donc, l'Observatoire des données, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui repose en fait sur la mise à disposition de données ouvertes pour le calcul d'indicateurs définis pour chaque objectif d'achat. Les objectifs d'achat étant définis dans notre schéma des achats économiquement responsables, et pour certains, ils sont définis par la loi. Exemple, la loi Egalim, qui est relative à l'achat de denrées alimentaires en restauration collective, nous fixe un objectif de 50% d'achat de denrées alimentaires dites de qualité, c'est-à-dire répondant à un certain nombre de labels fixés par la loi, dont 20% de produits biologiques. Et donc, il nous faut en effet créer les conditions de la production de données, soit par nos acheteurs, soit par les fournisseurs, et de suivi en temps réel de l'atteinte de ces objectifs. Sans quoi, en fait, on ne sait absolument pas dire si on répond aux objectifs de la loi
et la manière dont on peut s'améliorer. Et finalement, la loi Egalim est intéressante parce que elle s'inscrit dans une démarche politique portée par notre président qu'on appelle le bien manger dans les lycées. Et de manière un peu plus précise que la loi Egalim, on a défini pour chacune des filières d'intérêt, donc par exemple l'achat de viande bovine, l'achat de produits porcins, l'achat de légumes, l'achat de fruits, l'achat de produits laitiers, etc. Les objectifs qu'on entendait s'imposer, nous, région Bretagne, qui pouvaient être beaucoup plus importants que la loi Egalim, et donc on les suit en temps réel. Et donc, pour suivre cela en temps réel, on a travaillé au déploiement d'un logiciel commun de recensement des denrées alimentaires dans l'ensemble des lycées. On a défini une nomenclature commune et puis on a finalement fait ce qui a été fait avec les données essentielles de la commande publique, c'est-à-dire produit un référentiel commun de données d'achat de denrées alimentaires. Et donc, on est aujourd'hui en capacité de suivre en temps réel l'achat de denrées alimentaires dans les lycées et de savoir si on répond aux objectifs de la loi Egalim ou pas. Donc ça, c'est un exemple, mais qu'on pourrait travailler pour plein d'autres segments d'achat. Là où on rejoint encore la notion de plateforme, c'est que l'Observatoire, il a pour but de répondre aux attentes, on espère, de 4 catégories d'usagers et d'usages. Les élus et les décideurs, pour qu'ils puissent piloter leur politique d'achat et la mise en œuvre d'une évaluation sur le territoire. Je pourrais vous montrer, si vous le souhaitez, l'observatoire à l'issue de mon intervention, mais je vous demanderai de ne pas faire de capture d'écran et de ne rien publier parce qu'il n'est pas encore officiellement en ligne, et ça vous permettra d'appréhender la manière dont on a travaillé. Donc, les élus et décideurs pour le pilotage de la politique d'achat et la mise en œuvre d'une évaluation sur le territoire. Et là, on voit bien que plus on ira vers une démarche de mutualisation entre acheteurs publics, mieux ça sera parce que ça voudra dire qu'on aura la capacité de se comparer les uns et les autres. Non pas pour se faire concurrence, c'est absolument pas le sujet, mais pour voir dans quelle mesure, en fonction des territoires, il est plus aisé d'atteindre tel résultat sur tel segment d'achat, ou voilà, dans quelle mesure en zone urbaine ou en zone rurale, voilà, on est plus confronté à des marchés infructueux ou pas, voir dans quelle mesure l'intégration des clauses sociales est plus facilitée pour telle ou telle raison, etc. etc. Donc, c'est aussi un outil extrêmement précieux pour les acheteurs publics, pour leur professionnalisation, pour leur montée en compétences et surtout pour l'amélioration de leur cahier des charges. Ça, c'est absolument évident parce qu'aujourd'hui, sans ces données, on n'a absolument aucune manière, aucune façon de savoir si nos cahiers des charges sont bien rédigés, de comprendre pourquoi telle ou telle entreprise est plus en capacité de répondre qu'une autre. Et typiquement, ce qu'on peut se rendre compte aujourd'hui, c'est que l'intégration de critères environnementaux peut être parfois un peu plus profitable à des entreprises de plus grande ampleur qui ont en fait intégré les coûts induits par les efforts qu'on leur demande de faire, à la différence de plus petites entreprises qui doivent en répercuter le coût dans les offres qu'ils nous font. Et donc, même si le critère prix est de plus en plus moins important que, on va dire, les critères techniques, on va dire ça comme ça, malgré tout, ça peut avoir un effet négatif pour l'attribution de marché à des TPE ou à des PME. Et ça, c'est pas neutre au regard de tout ce qu'on entend en poser en termes de RSE dans nos marchés publics à nos entreprises et des efforts que ça leur impose. Donc, pour les acheteurs, un outil extrêmement important pour évaluer la performance de la politique d'achat. Évidemment, les entreprises, pour une grande transparence à leur égard et une information sur la concurrence. Donc, nous, on publie depuis maintenant plusieurs années, 2 ans, je crois, notre programmation pluriannuelle, c'est-à-dire les intentions d'achat pour permettre aux entreprises de se positionner, de constituer des groupements, de regarder dans quelle mesure ils pourraient s'allier avec d'autres entreprises, organiser la sous-traitance, etc. Et on a aussi, au travers le profil d'acheteur de Mégalis, créé les conditions d'une publication commune avec d'autres acheteurs publics pour donner à voir sur le profil d'acheteur aux entreprises les intentions d'achat
des 4 départements, des 2 métropoles et de la région. Donc, c'est en ligne depuis cette semaine sur le profil d'acheteur de Megalis, et c'est aussi en ligne sur notre observatoire des données de l'achat public et sur notre site internet également. Et enfin, on se dit que ça peut être aussi un outil intéressant pour les citoyens afin qu'ils comprennent mieux le lien qu'il y a entre finalement achat public et service public. Comprendre que le lycée dans lequel évolue leur enfant, enfin leur adolescent, est le fruit en fait d'un marché public passé qui permet parfois la création d'emplois sur le territoire et qu'il est construit à l'appui d'écomatériaux. Il me semble que c'est plutôt intéressant sur le plan démocratique. Faire comprendre aux parents et aux lycéens que ce qu'ils mangent en fait à la cantine est aussi le fruit de marché public attribué à des fournisseurs locaux, à des producteurs locaux, et comprendre les efforts consentis par la collectivité au travers une tarification unique et sociale, c'est à mon sens pas neutre pour arriver à faire comprendre en fait l'enjeu du service public et de la qualité en fait de service qui est offert. Donc voilà les 4 catégories d'usagers et d'usages auxquels on entend répondre. Alors évidemment, derrière l'observatoire, c'est un enjeu de gouvernance de la donnée dans toutes ses dimensions, mais vous êtes probablement des spécialistes de la donnée. Et je vois que Valérie Bédel-Denis est connectée et je la remercie pour tout le travail qu'elle a fait parce que c'est elle, en fait, la cheville ouvrière de l'Observatoire des données de l'achat public. Elle est responsable de l'open data à la région Bretagne. Et donc, l'Observatoire, c'est avant tout une plateforme, un environnement numérique. Et donc, l'Observatoire repose nécessairement sur le système d'information pour pouvoir accéder à des données produites de manière nativement numérique. Donc, il nous faut aussi travailler à la digitalisation du SI achat et à l'organisation de la fonction achat pour s'assurer que parmi les acheteurs, on a des référents données achats publics qui s'assurent que les données produites dans notre système d'information, en particulier dans l'applicatif de gestion comptable et financier, sont de bonne qualité et sont produites sous le format requis. Donc, le format appliqué, c'est évidemment le format des données essentielles de la commande publique. Pour ceux qui me connaissent, j'y ai beaucoup œuvré et c'est extrêmement important en fait de pouvoir s'appuyer sur des référentiels. Il est clair que le référentiel réglementaire lié aux données de l'achat public est absolument précieux. Et je pense que sur plein d'autres sujets, il faut aller sur des référentiels communs de cette nature-là, avec des formats pivots de données qui s'imposent à tous, sans quoi on ne pourra pas arriver aux résultats qu'on souhaite. Donc ça, c'est extrêmement important, mais le référentiel des données essentielles de la commande publique n'est pas suffisant. Il adresse une nature de données assez classique qui permet finalement de décrire un marché public. Mais lorsque l'on veut répondre à des objectifs d'achat plus précis, et donc je peux prendre un certain nombre d'exemples. Je vais aller sur mon observatoire, ça va être plus simple. Typiquement, l'objectif relatif à la systématisation des avances et au fait de fixer ce montant d'avance à 30% sans demande de garantie financière, eh bien ça, le référentiel de données essentielles ne peut pas y répondre. De la même manière, s'agissant du taux de clause sociale intégrée à nos marchés ou des clauses environnementales, par exemple. Il nous faut pour le coup travailler sur un référentiel de données dites étendues
qui en fait répond aux objectifs d'achat qu'on s'est nous-mêmes fixés et aux indicateurs qu'on a définis. Et donc, sur l'Observatoire des données de l'achat public, c'est bien à cet exercice de transparence qu'on s'est attelé, visant en fait à donner à voir en temps réel, enfin on va dire en temps quasi réel, l'atteinte de nos objectifs, avec un parti pris qui est de dire qu'on accepte de donner à voir les objectifs qu'on n'atteint pas. Parce que ce n'est que comme ça qu'on progresse. Et globalement, le constat qu'on a fait sur plein de sujets relatifs à la donnée et relatifs à des objectifs qui nous sont fixés par la loi, c'est qu'on a tendance à confondre objectifs et résultats. Et ce n'est pas la même chose. Donc, la loi nous fixe un certain nombre d'objectifs, mais elle fixe souvent des objectifs sans savoir d'où on part. Et si on ne sait pas d'où on part, on ne risque pas de mesurer les progrès qu'on fait. Donc, l'exercice initial qu'on a fait, c'est déjà de finalement donner à voir l'état actuel de l'atteinte de nos objectifs, qu'ils soient réglementaires ou pas. Et donc, à partir de là, et sur la base de cet exercice de transparence quand même assez poussé, et c'est ce qu'on a fait en particulier sur le sujet de la loi Egalim, on peut mettre en place les dynamiques d'accompagnement. Sur la loi Egalim, on a dit, si on n'accompagne pas les lycées, les gestionnaires, les adjoints gestionnaires, les cuisiniers, jamais on atteindra les objectifs. Si on ne révise pas l'ensemble des cahiers des charges et qu'on ne revoit pas l'ensemble des modalités contractuelles, de l'ingénierie contractuelle, de l'allotissement, des critères, etc., jamais on pourra atteindre ces objectifs. Et donc là, on a un accompagnement individuel de chacun des lycées pour pouvoir les amener dans cette démarche d'amélioration continue, parce que c'est ça qui est extrêmement important. Et on voit que les résultats sont au rendez-vous. Qu'il s'agisse des lycées accompagnés ou pas accompagnés, on atteint les objectifs de 20% en bio. Et s'agissant des objectifs de qualité, on est de l'ordre de 30%, alors que la loi nous fixe un taux de 50%. Mais quand on connaît ce que nous remonte la DRAF des données nationales, on sait qu'on est largement au-dessus de ce qui remonte au niveau national. Donc, en tout cas, pour nous, c'est vraiment une dynamique d'amélioration continue, un exercice de transparence et une approche appliquée de la donnée à une politique publique pour s'assurer de la qualité de l'achat public exercé par la collectivité et vérifier dans quelle mesure c'est de nature, j'ose le terme, à favoriser finalement et à valoriser le savoir-faire de nos entreprises, celles qui sont sur nos territoires, mais plus globalement des entreprises françaises, et les difficultés que ces entreprises peuvent avoir à répondre en fait aux différents objectifs qu'on fixe dans notre commande publique au regard évidemment de leur propre politique RSE qu'elles portent au sein de leur entreprise, tout domaine d'achat confondu, sachant qu'on voit bien que ça nécessite évidemment d'avoir une politique d'achat qui soit structurée, parce qu'il faut travailler domaine d'achat par domaine d'achat. Il est exclu, en dehors, on va dire, des données essentielles de la commande publique, d'imaginer des critères qui soient exactement les mêmes, quel que soit le domaine d'achat concerné. Je voulais savoir si les autres régions ou d'autres institutions départementales, par exemple, avaient, en dehors de la Bretagne et des départements de la Bretagne, avaient des démarches équivalentes. Alors, à ma connaissance, des démarches équivalentes, non. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de démarche visant à piloter une politique d'achat par la donnée. Mais je pense qu'il faudra que je vous montre quand même l'observatoire pour que vous compreniez comment c'est boutiqué. Par contre, au sein du Conseil national des achats, puisqu'en fait, je suis membre du CODIR régional du Conseil national des achats, il y a un projet de cette nature-là visant en effet à pouvoir proposer un observatoire dynamique de l'achat public qui devrait en vérité être l'OEAP,
mais ce qu'il n'est pas aujourd'hui. Alors, on peut espérer qu'avec les annonces récentes au travers du décret d'application de la loi climat et résilience, on aille dans cette logique-là, c'est-à-dire vraiment dans une approche d'analyse de la performance de l'achat public, parce que quand on voit quand même toutes les réglementations qui s'imposent à nous en matière d'achat public, c'est juste de la folie en vérité. Et donc, si on ne fait pas cet exercice-là, je ne vois pas comment on pourra en fait sortir des questions relatives au localisme et à la question de savoir si on attribue nos marchés à des TPE et PME. Bon, pour information, on attribue 90% des marchés à des TPE et des PME. Et ça, on le sait depuis longtemps, mais ce n'est absolument pas le sujet. Typiquement, le sujet sur la question de l'accès des entreprises à la commande publique, c'est de savoir s'il y a de nouveaux entrants, si en fait on suscite de la concurrence, si on crée les conditions pour que des entreprises qui n'accèdent pas aujourd'hui à la commande publique y accèdent. L'élu en charge de la commande publique en Bretagne, qui est Simon Usna, nous a demandé de regarder les montants alloués aux aides aux entreprises versus la commande publique. Quand par an, on alloue 50 millions d'euros d'aide aux entreprises, on attribue pour 250 millions d'euros d'achats publics. Donc, on voit finalement le ratio et on voit le rôle de la commande publique en matière de développement économique. Et donc, il nous faut en effet valoriser la commande publique qui souffre finalement d'une vision un peu trop ancienne. Il y a une vraie belle dynamique et il y a des mesures de simplification quand même extrêmement importantes. Et il y a beaucoup d'acheteurs qui sont extrêmement innovants en fait dans leur façon de faire. Après, il y a des pratiques qui sont critiquables, discutables. Tous les leviers ne sont pas activés. Nous-mêmes, on fait des erreurs. Hein. Il n'y a absolument pas de sujet avec ça. Mais je pense qu'on a collectivement beaucoup progressé ces dernières années. Moi, j'avais une question aussi, Céline. On voit que finalement, l'amélioration de cette fonction d'achat, elle passe par un apprentissage qui vient des données, notamment lorsqu'on veut suivre des indicateurs qui sortent des données référentielles, donc de la commande publique, et que notamment lorsque l'on veut qu'il y ait des référentiels complémentaires sur des secteurs d'achat, ça suppose finalement qu'on mette peut-être en place des gouvernances particulières pour atteindre un niveau de qualité de données, etc. Et comme j'ai compris que c'est ce que vous aviez fait quand même pour nourrir cet observatoire, que vous aviez sur des indicateurs qui sont des marqueurs forts de vos politiques publiques, que vous aviez travaillé à cette collecte de la donnée et à cette montée en qualité de la donnée, ma question était, quels moyens vous avez investis en ressources humaines et financières en fait pour monter cette gouvernance et assurer ce cycle qualitatif? Et du coup, est-ce que vous avez commencé à créer des standards aussi? Oui. En termes de moyens, alors, le sujet de la gouvernance de la donnée, pour les spécialistes que les uns et les autres sont, voilà, on sait que c'est complexe parce que c'est un sujet quand même éminemment transverse, mais pour autant, ça nécessite quand même un niveau d'acculturation, un niveau de compréhension de la chose technique, il me semble, assez importante. Donc, on a créé une cellule gouvernance de la donnée qui traite de la question des données de manière globale, c'est-à-dire les données à caractère personnel et les données publiques, mais j'irai encore plus loin, je dirais les données publiques d'intérêt général, voire privé. Bon, là, finalement, c'est le sujet du Data Act. Et donc, c'est cette cellule, qui s'intitule Protection et valorisation de la donnée. Et donc, est associée forcément, du coup, Valérie Bédel, qui est responsable de l'Open Data à la région, mais également le délégué à la protection des données à caractère personnel, et puis l'ensemble des équipes au sein de la DNSI qui portent les sujets de la donnée. Et un certain nombre de directions métiers qui sont les plus actives en la matière. Je pense en particulier à la direction des finances et de l'évaluation, et à la direction de l'aménagement du territoire qui porte beaucoup des dynamiques d'observation en fait
des territoires et qui porte en particulier Géo-Bretagne. Donc voilà, on a aussi une culture relativement forte en la matière. Ce qu'on souhaite faire, c'est pouvoir valoriser des fonctions de référent données dans chacune des directions métiers pour les amener en fait à produire les données de référence, sachant qu'on travaille aussi à la mise en place d'un outil de gestion des données de référence, un MDM, qui permette de les valoriser et surtout de donner accès à ces données à l'ensemble de ceux qui pourraient les utiliser, tel que nous on le fait sur la politique d'achat. On souhaite avoir une approche très ouverte en fait du SI Data au bénéfice des directions métiers, mais en s'assurant au préalable que les données qui sont produites sont de qualité, que certains ont la responsabilité de s'assurer de cette qualité, de les mettre à jour, ce qui nous permet ensuite de produire ce qu'on a à produire, sachant que la définition des objectifs liés à une politique publique et la définition des indicateurs relève évidemment de la direction métier et certainement pas de la DNSI ou des spécialistes de la donnée. Donc en fait, c'est cette gouvernance d'ensemble. Te dire combien on a mis d'argent sur la table, je ne saurais pas dire parce qu'en fait, c'est intégré en fait, dans les moyens humains qui sont mobilisés à la DNSI et par ailleurs. Probablement qu'on n'investit pas assez. Et puis, on a un vrai sujet aussi lié à l'évolution des compétences, métiers. Mais on voit bien que finalement, le sujet des compétences relatives à la donnée, il faut des spécialistes, mais c'est aussi un sujet d'intégration de ces compétences sur plein d'autres fonctions, en fait. Donc, c'est un sujet de gestion des emplois et des compétences au sein d'une organisation telle que la nôtre. Et donc, la question, le dernier point de ta question, c'est est-ce qu'on crée des standards? Eh bien, ce qu'on aimerait voir avec d'autres collectivités en Bretagne, c'est en quoi, finalement, le référentiel étendu des données essentielles sur lequel nous, on a travaillé, pourrait pas devenir un commun à l'échelle des collectivités bretonnes, à l'appui finalement d'une charte régionale qu'on pourrait promouvoir, considérant que sur un certain nombre en fait, d'objectifs d'achat, on peut se retrouver. Évidemment, chaque acheteur public promeut sa propre politique d'achat et rédige les cahiers des charges qu'il a à rédiger. Mais par contre, sur un certain nombre d'objectifs liés aux clauses sociales, aux clauses environnementales, l'achat de denrées alimentaires, par exemple, au regard de la politique agricole, on pourrait tout à fait se retrouver et collectivement tenter d'atteindre des objectifs extrêmement importants. Donc, c'est notre ambition. Et juste pour information, c'est une question qui est posée par Amélie. Cette cellule data donc, qui comprend le DPO, des personnes de la DSI et puis également votre chargé Open Data, donc Valérie, c'est au final combien de personnes? Je vais peut-être laisser Valérie répondre. Je t'en prie, Valérie. Alors, au niveau de la cellule qui se réunit, on est à peu près une dizaine de personnes. Et au niveau cellule data, comme on termine une réorganisation, je dirais que pour l'instant, on est 3-4 personnes dédiées sur la donnée. 3-4 personnes. On comprend bien quand même qu'il y a une certaine maturité autour de la donnée en région Bretagne parce que s'attaquer en fait à ce sujet-là et comme tu le dis, le travail pour obtenir ces données et ce contenu qui est donc assez conséquent, il n'est pas neutre. Et puis je note aussi que afficher en toute transparence le fait qu'on n'atteint pas les objectifs légaux, toutes les collectivités territoriales ne prennent pas forcément ce risque. On va peut-être le formuler comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi un... Mais peu doivent l'atteindre. Voilà. En tout cas, sur la partie... ça, on le sait bien, mais c'est vrai que souvent, on n'ose pas trop afficher le fait qu'on est loin de l'objectif qui est donné. Donc, ça, je pense que ça suppose aussi une certaine posture politique vis-à-vis de l'amélioration continue, de l'innovation, de la progression. Et donc, ma question est, dans l'hypothèse où d'autres territoires atteindraient ce niveau de maturité, est-ce que ce projet-là, il a été conçu pour être réplicable? En tout cas, c'est notre volonté et personnellement, c'est mon souhait parce qu'en fait, je sais à quel point on est beaucoup plus intelligent à plusieurs et voilà, se faire challenger par d'autres qui en fait
aurait une approche assez similaire en matière de politique d'achat, parce que le sujet, là, c'est bien la politique d'achat, en fait, c'est pas la donnée. En fait, je trouverais ça vraiment super et c'est ce qu'on essaye de pousser aussi au travers du Conseil national pour les achats. Parce que si vraiment on veut couper court parfois à une vision un peu simpliste de la commande publique, ben, c'est un outil extrêmement précieux en vérité. Voilà, on a plein de chantiers devant nous, tous les enjeux autour de la relocalisation. Enfin, en fait, la donnée est tellement une matière puissante pour travailler sur la performance en fait d'une activité ou d'une politique quelle qu'elle soit. Ça serait super dommage de s'en passer et de ne pas y travailler à plusieurs en fait. Et donc voilà, sur le sujet des denrées alimentaires, bah, on a tous les mêmes obligations là pour le coup, donc pourquoi ne pas y travailler ensemble? Et puis cette question de transparence, bah, c'est le meilleur moyen en fait de s'améliorer. Et puis pour le législateur, avoir ce type de données à une échelle de plus grande ampleur serait quand même assez précieuse pour finalement caler les obligations qui nous imposent à la réalité. Ça, c'est une belle démonstration pour nous dire que le sujet de la donnée n'est pas le sujet de la donnée, mais le sujet des cas d'usage et des sources Exactement. d'enseignement que l'on peut tirer de cette exploitation pour améliorer le service public et donc les activités et les politiques publiques. Et c'est là où les dynamiques de plateforme, bon, voilà, c'est une façon de parler plus qu'une réalité, mais en fait, c'est créer des logiques de communauté d'intérêt. Évidemment que quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est la commande publique, bah, voilà, il ne va pas y s'y intéresser. Par contre, pour des praticiens, pour répondre en temps réel à une commande du politique qui va demander, enfin là aujourd'hui, enfin, c'est extrêmement précieux. Les données qu'on a sur les denrées alimentaires, je prends cet exemple parce que c'est vraiment un exemple hyper abouti, mais notre ambition, c'est de faire la même chose surtout. Visiter une exploitation agricole, dialogue avec telle et telle filière, mais en fait, on leur sort les données. Et du coup, on objective les échanges, la discussion. On sait de quoi on parle. On connaît la réalité. Et si on veut mettre en place des actions voilà, pour corriger le tir, pour s'améliorer, eh bien, on sait faire. Donc, pour moi, c'est vraiment extrêmement précieux d'avoir ça. On a encore beaucoup de travail devant nous, mais en effet, c'est par communauté d'intérêt, par politique publique qu'il faut travailler. Par contre, c'est du boulot. C'est du boulot et beaucoup de rigueur. Valérie le sait. Là-dessus, j'ai beaucoup d'exigences parce que il faut pas qu'on se plante, quoi. Voilà, c'est une fois qu'on fonde en fait une analyse sur la donnée doit être absolument de qualité. Ça, c'est un postulat de départ. C'est évident. C'est évident. Et c'est pour ça que les référentiels de données, les formats de pivot de données sont importants parce qu'à un moment donné, on compare des choux et des carottes. En tout cas, merci beaucoup Céline d'avoir partagé ce retour d'expérience qui était très riche parce qu'il a finalement fait du lien entre les différentes thématiques que l'on a abordées au cours de cette saison, mais à travers un cas d'usage qui est celui de l'achat public. Donc, c'était une belle conclusion.